Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, les hauts responsables gouvernementaux et dirigeants politiques se sont réunis dans la ville allemande de Munich pour le forum annuel sur la sécurité. Au programme de cette année, le conflit syrien, la crise en Ukraine, la question des réfugiés ainsi que la menace terroriste. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré que le monde avait glissé dans une nouvelle guerre froide. Il a précisé que le conflit syrien ne pouvait pas prendre fin sans coopération entre la Russie et les États-Unis. Il a insisté qu'il n'y avait aucune preuve que les forces russes avaient bombardé des civils en Syrie. La déclaration de Medvedev intervient après que le Premier ministre français Manuel Valls ait affirmé que les bombardements russes de civils devaient cesser. Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir lors de cette conférence que la Russie avait frappé des groupes d'opposition légitimes ainsi que des civils lors de sa campagne de bombardement en Syrie, et d'ajouter que davantage de troupes étrangères pourraient entrer en conflit si le dernier plan de paix échouait. Si le régime d'Assad ne se montre pas à la hauteur de ses responsabilités et si les Iraniens et les Russes n'obligent pas Assad à s'en tenir aux promesses faites à la communauté internationale, alors la communauté internationale ne va évidemment pas rester assise comme une idiote à ne rien faire. Il y aura une intensification de l'activité en vue d'accentuer la pression sur eux. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a brandi la menace d'une intervention militaire contre les combattants du parti kurde syrien PYD, qu'Ankara considère comme étant un groupe terroriste. Monsieur Davutoglu a indiqué que la Turquie pourrait prendre, si nécessaire, les mêmes mesures en Syrie que celles prises précédemment en Irak et dans les montagnes Kandil. Il a aussi précisé que la Turquie s'attendait à ce que ses amis et alliés la soutiennent à ce sujet. Dans le même temps, l'armée syrienne continue de progresser contre les combattants soutenus par l'étranger. La télévision d'État syrienne a annoncé que les troupes de l'armée syrienne avaient pris la ville de Tamoura samedi, offrant ainsi une base de surveillance de l'ensemble de la ville rebelle d'Ayan et les parties nord-ouest de la ville d'Adan. La Chambre des représentants américaine a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Reportage. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC. Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. La Chine a déclaré qu'elle soutiendrait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé au Parlement du pays. C'est le premier discours présidentiel de ce type depuis le soulèvement de la place Tahrir il y a 5 ans. Le président el-Sisi a déclaré aux parlementaires réunis qu'il avait de l'espoir pour l'avenir de l'Égypte. La capitale, le Caire, est toutefois restée verrouillée une grande partie de la journée. Mesures de sécurité sans précédent dans le centre du Caire. Toutes les voies menant au Parlement ou dans ses environs étaient bloquées.
Les mesures de sécurité étaient si extrêmes que les aires de stationnement et les stations de bus comme celle-ci, qui se trouvent à 2 km du Parlement, ont été interdites de véhicules pour prévenir le moindre risque sécuritaire. C'est la dure réalité de l'Égypte en 2016. Lors de sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Mais les risques d'attaques terroristes sont aujourd'hui omniprésentes et les attentats à la bombe sont devenus courants. Mais au sein du Parlement, le président el-Sisi a reçu un accueil chaleureux. La grande majorité des hommes politiques qui y siègent le soutiennent. Il a donc profité de l'occasion pour délivrer un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Mais les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent que donner l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. Le président el-Sisi a mis en lumière les projets de développement réalisés depuis le départ de son prédécesseur en 2013. Il s'est engagé à poursuivre le combat contre le terrorisme et à soutenir des solutions politiques dans des pays comme la Libye et la Syrie. Le message de l'Égypte au monde a toujours été un message de paix et d'amour. Nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions politiques au conflit en Syrie, à la crise libyenne et à celle qui touche le Yémen. Des solutions politiques également pour obtenir une paix globale et juste afin de résoudre la crise palestinienne qui a été et est encore un problème qui concerne directement le peuple égyptien. Ainsi, c'est depuis l'enceinte de ce Parlement que je renouvelle l'appel de l'Égypte au reste du monde pour unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu la plus grande menace contre l'humanité. Le président el-Sisi a parlé brièvement des événements de janvier 2011 en disant que l'Égypte avait échappé de peu à une conspiration qui aurait mené le pays dans une situation équivalente à celle que connaît la Libye aujourd'hui. Il a appelé les Égyptiens à s'unir pour lutter contre ceux qui pourraient à nouveau déstabiliser le pays. Au Brésil, le ministère de la Santé demande à la population de se joindre à la lutte pour vaincre le virus Zika, lancé par le gouvernement dans tout le pays. Le gouvernement estime que la meilleure façon de freiner la propagation du virus est d'empêcher les moustiques de s'installer dans les résidences des Brésiliens. Plus tôt, la présidente Dilma Rousseff et son cabinet sont descendus dans les rues pour une campagne de sensibilisation d'une journée qui a eu pour but d'atteindre 3 millions de résidences. Dans les jours à venir, les forces armées du Brésil et environ 71 000 militaires dans l'État de Rio de Janeiro essaieront de passer le message. Ils iront dans les domiciles pour distribuer des prospectus avec des informations sur la façon d'éliminer le moustique qui se reproduit dans et autour des maisons. Au total, environ 220 000 membres des forces armées du Brésil seront déployés. Les soldats travailleront avec des employés des services médicaux locaux. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a minimisé la menace du virus Zika, disant qu'il s'agit d'une exagération pendant une visite aux installations aquatiques des Jeux olympiques de 2016. C'est un problème pour le Brésil, quelque chose dont nous devons nous occuper. Samedi sera le jour J contre les moustiques, contre Zika, contre la dengue. Nous devons régler la situation, mais nous ne pouvons pas faire de lien avec les Olympiques. Ce n'est pas un sujet olympique. C'est un sujet pour les Brésiliens et pour la ville de Rio de Janeiro. Nous poursuivons avec les dernières informations suite à l'incendie d'un parking à véhicules de Hong Kong. La police a déclaré que selon les premiers éléments, il s'agirait d'un incendie criminel et qu'une nouvelle enquête était en cours. Le feu s'est déclaré vendredi soir dans un parking du quartier de Lai Chi Kok. Plus d'une centaine de pompiers sont intervenus pour lutter contre les flammes durant 2 heures avant d'y venir à bout. Au moins 5 explosions ont été entendues par les habitants voisins. Aucun blessé n'a été signalé, mais 31 véhicules ont été détruits. Un responsable d'une société de bus a signalé avoir perdu 4 bus dans l'incident. Les étudiants iront à l'école lundi, mais il sera difficile d'organiser des bus, donc ils devront louer des véhicules. À la suite de l'émeute qui a éclaté dans le quartier de Mongkok le week-end dernier à Hong Kong, un certain nombre de politiciens et de groupes des affaires ont fait part de leur inquiétude, déclarant que les violations de l'ordre et de la loi étaient intolérables. Chang Che-kong, un membre du conseil exécutif de Hong Kong, a déclaré avoir été choqué et en colère par les affrontements.
Il a déclaré que les vendeurs de rue n'avaient pas créé de controverse, mais que cela avait servi d'excuse pour débuter des actes de violence. Chercher des excuses pour justifier ces actes n'aide pas les émeutiers, mais les porte à un autre niveau. Les gens devraient réfléchir à 2 fois à ce qu'il se passera prochainement suite à ces scènes de violence à Mongkok. Les responsables des forces disciplinaires de Hong Kong ont publié vendredi une déclaration conjointe condamnant l'émeute en apportant leur soutien à la police. Et samedi, la police a arrêté plus de 60 suspects et 40 d'entre eux ont été accusés de lien avec cette émeute. Tong Yok-sing, le président du conseil législatif de Hong Kong, a fait part de ses inquiétudes. Les gens ne devraient pas recourir à la violence, même s'ils étaient insatisfaits du gouvernement. Et la violence est inacceptable pour la grande majorité de la société. Les associations du commerce et de l'industrie de Hong Kong ont joint leur voix pour condamner l'émeute de Mongkok. Plus de 30 membres des associations se sont rendus au commissariat de police de Wan Chai samedi pour y rencontrer les policiers blessés. Ils ont installé une banderole devant le commissariat et affirmé leur soutien aux forces de police dans le maintien de l'ordre. Nous espérons tous une meilleure économie et de la prospérité. Nous sommes ici pour exhorter la police de présenter devant la justice ceux qui ont perpétré ces attaques vicieuses et permettre à Hong Kong de retrouver la paix et la prospérité. L'incident a à l'évidence dépassé les frontières de la liberté de réunion et il s'agit d'une atteinte criminelle sérieuse à la loi pénale. Les faits venant des médias montrent qu'il s'agit d'une émeute. Nous devons donner à ces gens et à leurs partisans un avertissement. Le bilan humain du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est de 116 morts, dont 114 personnes de Weiguan. Tous les habitants du complexe de Tainan ont été retrouvés et la recherche des survivants va prendre fin. 2 immeubles se dressaient ici, dominant de leur hauteur un voisinage plutôt peu élevé. Une seule des 2 tours demeure debout. Les immeubles qui se trouvaient autrefois dans l'ombre du Weiguan Golden Dragon ont survécu au séisme. Mais des vies ont été brisées, car beaucoup connaissaient des gens dans le complexe. J'ai entendu des cris et je pouvais voir des blessés demander de l'aide de la fenêtre d'un immeuble effondré. C'était comme vivre en enfer. Nous avions toujours peur que cet immeuble ne s'effondre un jour. Nous n'avions pas confiance dans cette construction qui paraissait de pauvre qualité. Tout le voisinage est devenu une zone de catastrophe. Les autorités ont réquisitionné des boutiques pour qu'elles servent de salles de briefing, de centres pour les médias ou encore de stations de collecte des échantillons d'ADN des familles des victimes à identifier. Des bénévoles et l'armée ou des groupes religieux ou non préparent des repas pour les sauveteurs et les journalistes. J'ai ressenti une grande empathie pour les victimes et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai décidé de venir aider. Les secours et le nettoyage des débris arrivent à leur terme. Mais cette nuit tragique où l'immeuble s'est effondré hantera les habitants du voisinage pendant encore longtemps. C'est si horriblement triste de voir tant de jeunes perdre la vie. Ça me déchire le cœur. Ça me déchire vraiment le cœur. Et Yang se rappellera de cet événement chaque fois qu'elle mettra un pied dehors et verra le ciel, là où la tour Golden Dragon se dressait autrefois. Les recherches et les opérations de secours étant terminées, le travail de reconstruction et l'indemnisation des sinistres vont désormais être au centre de l'attention. Les autorités de Tainan ont annoncé qu'entre 6 et 10 000 nouveaux dollars devenus seraient versés à ceux qui ont été affectés par le séisme. Les familles des personnes décédées et des personnes gravement blessées recevront une indemnité de 2 millions de nouveaux dollars devenus. Les autorités ont également annoncé qu'elles allaient trouver un arrangement avec les 109 familles qui ont perdu leur maison dans le tremblement de terre. Ces familles sont actuellement hébergées dans des hôtels, mais l'administrateur municipal a affirmé que cela n'était qu'une solution temporaire. Malgré tout, nombreux sont ceux ayant souffert du séisme qui expriment leurs inquiétudes vis-à-vis de l'avenir. D'après les accords passés avec les hôtels, les victimes du séisme ne peuvent y rester que jusqu'à la fin du mois de février.
À ce moment-là, les autorités leur proposeront des lieux d'accueil. Mais nous encourageons aussi les victimes à trouver des logements par eux-mêmes. Je dois louer une maison et j'ai encore un emprunt de 2 millions de nouveaux dollars taïwanais à rembourser. Je ne sais plus comment m'en sortir. Samedi était le dernier jour de la semaine de vacances de la fête du printemps. Les Chinois ont pris le chemin des villes où ils travaillent. Des flots toujours plus importants de voyageurs ont été vus à travers l'ensemble du pays. Les autorités ferroviaires ont annoncé que 10,3 millions de trajets ont été faits sur la seule journée de samedi, le pic de cette grande migration de la fête du printemps. Nombreux sont ceux qui ont choisi de voyager en train à haute vitesse. D'après les autorités de l'aviation civile, on 8,5 millions de trajets aériens au cours de 7 jours de congé. Cela correspond à plus de 70 000 vols, soit presque plus de 7% de plus que l'an dernier. La ruée du retour s'est également produite sur les routes. Mais la neige et un brouillard épais ont perturbé la circulation et samedi, 69 autoroutes du nord de la Chine ont été fermées temporairement. C'est peut-être l'un des quartiers chinois les plus vivants d'Amérique, avec à chaque coin de rue habitants et touristes. Mais alors que les gens célèbrent le nouvel an lunaire, beaucoup espèrent que l'année du singe leur apportera plus d'espace de vie. C'est le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord et aussi l'un des plus denses. Le quartier chinois de San Francisco borde le très cher quartier des affaires et donc il n'y a pas véritablement de possibilité d'expansion. Les prix de l'immobilier dans le centre-ville de San Francisco font partie des plus élevés du pays. Et comme on le voit avec ce projet d'immeuble de bureaux sur 25 étages, il n'y a nulle part où aller si ce n'est vers le haut. Et donc le quartier financier a au sens propre la possibilité de faire de l'ombre au quartier chinois. Alan Lowe a déclaré qu'il s'agissait là du résultat de 20 ans de travaux, car cet immeuble de bureau va bloquer les rayons du soleil qui n'atteindront pas Chinatown. Et le responsable des parcs, Alan Lowe, nous montre un ouvrage actuel censé faire le plein de soleil. L'extension du parc St. Mary vise à aboutir à un espace de plus de 550 mètres carrés pour les rassemblements, faire de l'exercice et la relaxation des habitants. Cette extension sera le premier espace ouvert créé à Chinatown en 30-40 ans. Les espaces ouverts sont très limités à Chinatown. Les habitants du quartier vivent dans des conditions d'encombrement total. Ce que nous avons pour acquis, c'est-à-dire un salon, une salle à manger, tout cela n'existe tout simplement pas pour les habitants du quartier chinois. Cette extension est l'un des 5 projets d'espace ouvert qui se déroulent à Chinatown à l'heure actuelle. Et cela inclut une nouvelle station de métro ainsi qu'une place et une zone ouverte face à l'hôpital chinois, le lieu de naissance de Bruce Lee. D'autres projets majeurs sont à l'étude pour la place de Portsmouth, la zone la plus utilisée de San Francisco et de Chinatown. La directrice adjointe du centre de développement communautaire de Chinatown, Cindy Wu, a déclaré que cette extension des espaces ouverts était le résultat direct du dur travail de la communauté. Je pense que nous nous trouvons dans le quartier doré des espaces ouverts de Chinatown. C'est vraiment car un certain nombre de choses arrivent en même temps. Pour les 20 ou 30 prochaines années, le processus a pris 10 ans. Désormais, les choses sont en construction au sol et tout sera réalisé au cours des 3 à 5 prochaines années. La transformation des célèbres artères comme celle-ci se déroule aussi cette année. L'année du singe sera des plus intenses, mais aussi celle qui apportera un trésor pour les futures générations, permettant aux citoyens de mieux respirer. Les Chinois sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur environnement. C'est particulièrement vrai en mer de Chine méridionale où une série de mesures très innovatrices ont été implantées pour protéger les récifs coralliens entourant l'île de Jiaoshu. L'avenir de l'île de Jiaoshu semble plus vert que jamais. Il y a plus d'immeubles que lors de notre première visite il y a 2 ans. Nous avons rencontré la famille de Chen Yihu à nouveau. Ils vivent ici avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis très fière de vivre à Jiaoshu et je suis très satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. Nous pouvons nous fier là-dessus et on se sent chez nous beaucoup plus que par le passé. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Maintenant, il y a l'électricité, un réseau 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement réside dans le changement de mentalité. On nous a appris à ne plus couper les arbres pour faire cuire notre nourriture et à ne plus chasser les jeunes oiseaux. On arrête de pêcher en juin pendant 3 mois. Toutes ces mesures visent à protéger les écosystèmes. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Siyu allaient à la pêche chaque jour.
Ils avaient déjà vu le nombre d'escargots et de poissons baisser dans les eaux côtières. C'était la même année que Sancha a instauré une nouvelle réglementation pour interdire la pêche illégale. Un programme de protection pour les récifs de corail a aussi été mis en place. Le plus grand souhait de Wang Linhua était alors que la mer puisse continuer à fournir ses trésors aux pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle pêche et fait de la sylviculture. C'est non seulement pour obtenir un revenu supplémentaire, mais c'est aussi pour assurer le mode de vie des générations futures dans l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur, mais comment garder son charme unique, c'est une question qui demeure entière. Les changements climatiques, la surpêche et le développement économique ont mis à mal les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Les dommages causés à l'environnement signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et on assistera à la disparition des îles elles-mêmes. Ainsi, la gestion de l'écosystème a été renforcée dans le but de garantir un avenir durable. Sancha propose des solutions innovatrices pour protéger l'environnement. Grâce à une application, n'importe qui peut s'impliquer pour protéger un arbre et rendre l'île plus verte. Cela coûte environ 300 yuan ou environ 50 $ par année. L'argent amassé nous permettra d'entretenir la forêt et de planter d'autres arbres à Sancha. Nous espérons que Sancha va s'embellir et notre fils va donc pouvoir revenir sur l'île de Jiaoshu. Voici l'arbre que nous avons acheté dans le but de rendre l'île plus verte. Nous espérons qu'il pourra résister aux forts vents et qu'il deviendra grand et fort. Ça me permet d'avoir une connexion directe avec l'île et me donne une bonne raison de revenir à Sancha. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.